Merci beaucoup Michel et merci à vous d'être venu m'écouter modestement. J'espère que je ne vais pas vous décevoir. Vous me direz ça à la fin. En tout cas, vous savez pourquoi je suis venue, pour vous parler du totalitarisme financier et de la corruption systémique. Je pense que vous avez constaté comme moi que ce chemin glissant sur lequel nous sommes engagés n'est pas en cours de restauration vers un bien commun et une démocratie de plus en plus florissante. Donc je pense que on est aujourd'hui dans le vif du sujet, dans la mesure où les choses risquent fort de se dégrader et de se dégrader rapidement dans les prochains mois, semaines, mois et évidemment années, mais là, sur les années, je suis un peu moins sûre de moi. Alors, je vais vous faire un exposé en deux parties. La première partie, eh bien, va vous parler des contraintes actuelles. Donc, les contraintes actuelles, c'est dans un premier temps la menace immédiate monétaire qui pèse sur nous. Dans un deuxième temps, je vais tenter de vous expliquer comment se fait-il que nous en soyons arrivés là, parce que c'est le fruit d'une longue histoire, et c'est une longue histoire qui a plusieurs piliers, qui s'est développée sur le temps long, c'est-à-dire 200, 250 ans, 300 ans. Donc ça, c'est pour montrer un peu, poser le cadre, définir les contraintes qui pèsent sur nous aujourd'hui. Et puis, dans une deuxième partie, comme je fais toujours, je reste pas sur un constat angoissant, inquiétant, mais je propose toujours des solutions. Et les solutions, effectivement, elles sont de deux ordres. Elles sont d'une part d'ordre comment sortir de cette hégémonie financiariste qui broie et qui va broyer nos libertés de plus en plus. Et deuxièmement, je vais vous présenter les apports de la théorie juridique, c'est pas une théorie juridique, c'est une rénovation complète des institutions, de la réformation de l'État autour du concept de nation, et comment cela peut se faire et comment vous pouvez participer vous aussi à ce renouveau, parce que j'appelle ça un renouveau civilisationnel dans la mesure où c'est un changement de paradigme assez radical par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors on va commencer par les contraintes, évidemment les contraintes actuelles, l'état des lieux. Donc l'état des lieux, eh bien, c'est que les peuples européens, nous sommes les candidats à la spoliation, les victimes expiatoires du dieu dollar. Alors pour parler de ça, je suis obligée de remonter un peu dans le temps, à savoir pourquoi le dollar nous intéresse aujourd'hui. Eh bien c'est simplement parce que à partir de 1944 et des accords de Bretton Woods, le dollar a pris le statut de monnaie mondiale. Donc le dollar qui était une monnaie nationale, la monnaie de l'Empire, enfin de l'Amérique, d'Amérique du Nord, Canada exclu, et est devenu, à partir de 1944, le référent monétaire de toutes les transactions internationales. Alors ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est un état de fait que les grands banquiers internationaux voulaient éviter, puisque vous savez qu'au moment de la négociation des accords de Bretton Woods, Keynes, qui était le représentant de la grande finance, avait préconisé un panier de monnaie et ce qu'on appelait le Bancor, qui n'a pas eu gain de cause parce que en 1944, le vainqueur financier, monétaire, économique de la guerre fut incontestablement l'Amérique. Donc ils ont emporté le cocotier et ont imposé leur monnaie comme monnaie mondiale. Ce faisant, ils ont fait une très grave erreur parce qu'ils ont condamné à terme, à moyen terme et pas à court terme, mais à moyen terme, dans les 15-20 années qui ont suivi, leur économie. Ils ont condamné le support qui avait fait d'eux les maîtres du monde. Pourquoi? Parce que les contraintes économiques d'une monnaie nationale sont tout à fait opposées aux contraintes économiques d'une monnaie mondiale. Pour être une monnaie nationale performante, il faut en effet privilégier les exportations sur les importations. Pour être une monnaie mondiale efficiente, il faut privilégier exactement l'inverse, les importations sur les exportations. Et vous savez que si vous privilégiez les importations sur les exportations, vous minez en fait votre économie intérieure. C'est effectivement ce qui s'est passé, ce qui a obligé dans les années, en 1971 très précisément, le président Nixon à décorréler le dollar de l'or parce qu'il n'y avait plus suffisamment de réserves en or dans les coffres américains pour être un support pertinent et en tout cas honnête du dollar, monnaie mondiale. Donc Nixon n'a pas été contraint en fait de faire ça, il ne pouvait pas faire autrement puisque c'était un état de fait qui s'imposait à lui. Donc suite à ça, eh bien, la décorrélation ayant pu entraîner la perte de confiance dans cette monnaie qui n'avait plus de support, en tout cas en termes d'or, eh bien le relais a été pris par, il existait déjà, mais ça a été le support qui est devenu essentiel, c'est, vous savez, le pétrole.
puisque depuis les accords du Quincy, d'ailleurs c'est pas tout à fait vrai parce que je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas à partir des accords du Quincy en 1945, si ma mémoire est bonne, l'armée américaine s'est mise au service de l'Arabie Saoudite et du roi Saoud, qui dirigeait l'Arabie Saoudite, pour garantir la sécurité de l'État saoudien. Cette sécurité, cet accord a fait suite à une dizaine des accords qui ont eu lieu un peu plus d'une dizaine d'années plus tôt. Dans les années 1933, le roi Saoud a négocié directement avec les majors pétrolières américaines le fait de vendre le pétrole saoudien exclusivement en dollars. Donc si vous voulez, vous avez d'abord eu des accords qui sont de nature privée, avec les multinationales américaines. Et ensuite, quelques années après, vous avez la puissance publique américaine qui se met au service des accords privés précédents. Donc c'est comme ça que les choses se sont produites. Donc quand on parle des accords du Quincy, c'est un peu approximatif dans la mesure où les premiers tenants de ces accords sont des accords privés en fait. Donc effectivement, le pétrole a pris le relais de l'or comme sous-jacent efficace du dollar, jusqu'à l'événement covidique et jusqu'au fait que dans les années, à partir de l'année dernière, 2022-2023, l'Arabie Saoudite a commencé à se désengager de ses liens avec les États américains. Et aujourd'hui, le pétrole saoudien n'est plus vendu en dollars, mais en monnaie nationale des différents interlocuteurs de l'Arabie Saoudite. D'autant plus que dans la même période de temps, au niveau politique, l'Arabie Saoudite s'est décorrélée aussi de ses engagements politiques avec les États-Unis pour se rapprocher de ce que nous nommons aujourd'hui les BRICS, c'est-à-dire du bloc formé de façon pas très homogène, mais en tout cas qui prend une cohérence de plus en plus importante au fur et à mesure que les mois passent, autour de la Chine, de la Russie, de l'Afrique du Sud, du Brésil, etc. Donc vous avez une perte de substance, si je peux dire, d'adossement, de réalité de cette monnaie dollar, qui a été dans le même temps émise dans des proportions tout à fait déraisonnables, non seulement suite effectivement aux crises qui se sont succédées, mais surtout à partir de l'année 2020, de la déclaration de pandémie sanitaire de Covid. Parce que à partir de cette année-là, je crois, a été émis un tiers de tous les dollars émis en circulation depuis que le dollar existe. Donc c'est dans des proportions tout à fait déraisonnables. Donc ces deux éléments mis côte à côte font que effectivement la perte de confiance dans cette monnaie devient de plus en plus évidente dans le monde entier. Et les différents pays du monde ont de plus en plus de réticence à engager leurs transactions internationales dans cette monnaie qui devient très largement une monnaie virtuelle, fondée, adossée sur aucune réalité tangible, aucune richesse tangible. Donc il se trouve que le dollar est en grande difficulté, qu'ils n'ont plus d'économie pour adosser les fondamentaux, qu'ils n'ont plus d'or, qu'ils n'ont plus de pétrole non plus, donc plus de matière pétrolière, et que d'un autre côté se reforment en tout cas des monnaies internationales fondées sur des réalités économiques tangibles sont en train d'émerger et de se former. En particulier, évidemment, vous connaissez la monnaie chinoise, vous connaissez la monnaie russe, mais d'autres États sont aussi en train de collecter de l'or. C'est une tendance de fond qui augure le fait que le dollar va, de toute façon, il est acté que le dollar sera abandonné en tant que monnaie mondiale, en tant qu'il sert de monnaie mondiale. Alors évidemment, les réserves ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais enfin, le mouvement de fond est amorcé et l'accélération est de plus en plus sensible. Alors pourquoi je vous ai commencé cet exposé en disant que nous, les peuples européens, nous sommes les candidats désignés à la spoliation de masse? Eh bien tout simplement parce que le dollar, même s'il perd sa fonction de monnaie mondiale, il va devoir quand même retrouver une assise nationale, et cette assise nationale va devoir être fondée sur des biens et sur des richesses tangibles. Or, ces richesses ont dans une très large mesure disparu et il va falloir en trouver. Vous savez que normalement, nous ne devrions pas être concernés parce que nous, en Europe, nous sommes régis par la Banque Centrale Européenne, vous, les Suisses, vous êtes régis par la Banque Nationale Suisse, et que en théorie, ces deux banques sont indépendantes de la Fed et du destin du dollar. Mais il se trouve que la plupart des grosses banques européennes sont abreuvées
essentiellement par le dollar. Leur bilan tourne essentiellement autour du dollar, que donc la Banque centrale européenne n'est pas si indépendante que ça de l'émission de dollars et du destin du dollar, et que par ailleurs, la Banque nationale suisse, et là je rends hommage à Liliane El-Gawam et à son fils Vincent Held, qui ont démontré que en réalité, les avoirs de la Banque nationale suisse étaient sous le contrôle de facto de jure, pas tellement explicite, mais en tout cas sous le contrôle de facto de la BUBA, c'est-à-dire la Banque centrale allemande, qui est au cœur, comme vous le savez, de la Banque centrale européenne, par le biais de la plateforme d'échange. Donc, d'une façon tout à fait implicite mais réelle, les pays européens et la Suisse, donc la Suisse compris, sont aux premières loges concernés par les difficultés du dollar actuel et futur. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans la mesure où ce dollar va devoir se réadosser pour rester dans le concert des nations, en tout cas dans le concert monétaire des nations, c'est-à-dire pouvoir encore continuer à avoir une réalité dans les échanges internationaux, même s'il redevient monnaie nationale, il va devoir se réadosser à des richesses, et ces richesses, eh bien, vont être ponctionnées sur les non-États que nous sommes, puisque nous ne sommes pas des États politiques, nous sommes des plutocraties, et ça je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais va devoir en tout cas chercher à la fois dans les poches privées et dans les poches publiques, en voie déjà de disparition rapide, les richesses qu'il ne trouve plus effectivement chez lui en termes pertinents pour adosser leur monnaie. Donc ça veut dire derrière qu'il va y avoir effectivement la disparition des services publics, ça veut dire qu'il va y avoir la disparition des actifs étatiques. Donc en France, on en sait quelque chose puisque c'est en cours d'accélération rapide. Vous savez que les richesses nationales sont en voie de périclitation, sans compter que je ne vous ai pas parlé de l'endettement parce que je vous ai parlé de l'adossement du dollar à certaines richesses, mais j'ai oublié de vous parler de la dette qui va avec, effectivement, cette augmentation phénoménale d'une monnaie de singe. Les États européens sont eux-mêmes très endettés. Il va falloir remédier à tout ça si on veut rétablir une politique de change internationale viable. Donc ça veut dire effectivement la disparition, comme je vous l'ai expliqué, des actifs publics, mais également la disparition de la propriété privée, je suis malheureusement contrainte de vous l'expliquer, et de toutes les libertés publiques. Parce que effectivement, quand toute cette grosse mécanique va se mettre en marche, que les gens vont commencer à être spoliés, il risque d'y avoir de gros troubles à l'ordre public, bien entendu, des gros troubles sociaux, politiques, qui ne pourront être maintenus dans un carcan de contrôle que si les gens sont sous contrôle très serré des pouvoirs en place. Alors ce contrôle serré, vous savez tous, peut-être le redoutez-vous, je pense en particulier aux monnaies numériques de banque centrale qui sont en cours d'évaluation, en cours de travail, hein, qui sont déjà sur le métier à tisser, et dont on nous a expliqué ce matin qu'elles seraient mises en œuvre pour ce qui concerne l'euro dans 2 ans. Donc nous avons exactement 2 ans pour nous préparer et pour être capables de refuser ce système, parce que vous savez que derrière la monnaie numérique, il ne s'agit pas de renoncer à une technique de circulation monétaire, il s'agit de comprendre ce qu'il y a derrière cette monnaie numérique. Il y a le fait que cette monnaie va perdre même son statut de monnaie, puisque elle va devenir une monnaie individualisée par le biais du fait qu'elle sera programmable. Et programmable par individu. Donc, qui dit monnaie programmable, dit en fait pas monnaie du tout. Parce qu'une monnaie, au départ, la monnaie a été créée comme une institution, comme en fait un concept comptable permettant de faciliter les échanges, tous les échanges. Et la monnaie a la caractéristique juridique, c'est le seul bien connu sur Terre à avoir pour caractéristique juridique, d'avoir une fongibilité absolue. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appropriation d'une pièce ou d'un billet possible. Si quelqu'un me prête 1 euro, je lui rendrai 1 euro, mais je ne lui rendrai pas la pièce précise qu'il m'a prêtée. Et ça, en fait, n'a aucune incidence sur la valeur de ce que je lui rendrai. Donc c'est ce qu'on appelle la fongibilité absolue. À partir du moment où vous individualisez la monnaie, en fait, cette monnaie ne peut plus servir à tout le monde. Et donc, elle ne devient plus une monnaie. En fait, ce n'est plus une monnaie. On change de paradigme et on sort
du système monétaire. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et ça, c'est le plus important parce que dans ces cas-là, vous ne pouvez plus utiliser votre monnaie, comme vous l'entendez, pour développer les échanges. Vous le comprenez bien. Ceux qui contrôleront cette monnaie contrôleront les échanges et contrôleront la finalité qu'elle devra servir et qu'elle devra, disons, suivre. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est notre contrainte principale. Alors j'omets évidemment la contrainte militaire, mais la contrainte militaire est aussi une contrainte liée à cette contrainte prioritaire qui concerne la monnaie. Alors la question qu'on peut se poser, parce qu'effectivement nous, peuples européens, nous avons l'habitude de vivre en démocratie, dans un certain statut de liberté individuelle et collective. Vous comprenez déjà depuis l'avènement du Covid que ces libertés ont déjà été très sérieusement restreintes, que l'illusion démocratique commence également à tomber, puisque ce qui était caché avant devient visible à tout le monde, que effectivement le personnel politique ne représente pas complètement les intérêts des citoyens et surtout ne sont pas là pour respecter la liberté des uns et des autres, ni au niveau individuel ni au niveau collectif. Alors effectivement, la question se pose, comment a-t-on pu en arriver là, alors que personne n'a compris ce qui se passait et que nous nous sommes réveillés qu'à la faveur de cette pandémie covidique. Eh bien, je vais vous expliquer, en fait, c'est le résultat d'une très longue histoire qui a commencé au XVIIIe siècle et en particulier qui a commencé avec le déploiement un peu partout et en priorité en France du système britannique issu finalement de la Compagnie des Indes orientales, du fonctionnement qui s'est instauré en Grande-Bretagne à l'occasion du développement historique de cette Compagnie des Indes, qui a intriqué intimement intérêt privé et pouvoir public. Je ne parle pas d'intérêt public parce que sous la bannière de République, en fait, nous sommes dans la privata lex et non pas dans la res publica, dans la chose publique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1789, après la Révolution française? S'est imposé sur le sol français le parlementarisme représentatif, dit représentatif. Ce parlementarisme, en fait, il faut comprendre qu'il ne vient pas de nulle part. Il ne vient certainement pas des parlements d'Ancien Régime, qui étaient, vous le savez, ou vous ne le savez pas, en tout cas je vous informe, des cours de justice, donc absolument pas la fonction politique que le Parlement a pris par la suite. Donc ce parlementarisme représentatif, il vient en fait de la Magna Carta et du Conseil des barons, qui s'est imposé au moment de la grande révolte des grands féodaux anglais contre le pouvoir central anglais. Et il faut bien comprendre que cette révolte qui nous est proposée comme la quintessence de la démocratie, n'a absolument rien à voir avec la démocratie. C'est effectivement une révolte plutocratique, puisque c'est la révolte des intérêts privés des grands féodaux, des grands seigneurs britanniques contre leur roi, qui était le garant de l'intérêt général. Donc ça, c'est une première chose qui permet de comprendre d'où vient le parlementarisme et du fait qu'il n'y a aucune filiation française à cette institution qui a été imposée au moment de la Révolution française, au moment où la bourgeoisie commerçante a pris un statut politique, mais cette bourgeoisie commerçante a été en fait la vitrine de la prise de pouvoir par les puissances financières. Et ces puissances financières se sont imposées notamment en diffusant ce système britannique, donc du parlementarisme, assis sur des partis politiques. Alors, suite à ça, et dans le même temps, parce qu'on est sur le temps long, donc vous voyez, en 1789, à la suite de la Révolution française, pardon, le parlementarisme s'impose. En 1800, nous avons l'avènement de la Banque centrale. La première banque centrale, c'est la Banque centrale britannique, en 1694. Donc vous voyez, entre 1694 et 1800, il y a presque 100 ans qui s'écoulent. Et donc en 1800, nous copions l'intégralité du fonctionnement des institutions britanniques avec une banque centrale de nature privée, puisque vous savez qu'elles ont été formées. Toutes les banques centrales du monde sont nées sous la forme privée, avec des actionnaires, et la puissance d'État et surtout la garantie d'État mis au service de ces intérêts privés. Par la suite, ces banques centrales ont pris plus ou moins, selon les cas, des formes publiques, mais des formes publiques dans un contexte politique lui-même plutocratique. Donc en réalité, le changement de forme publique-privée n'a absolument aucune incidence sur la réalité du fonctionnement des institutions. Alors ça a été donc les deux jambes sur lesquelles l'hégémonie financière a pu s'imposer, d'abord en France et dans le monde entier. Donc premièrement, le parlementarisme représentatif fondé sur les partis politiques
qui est une émanation des clubs britanniques qui avaient l'habitude, qui fonctionnaient comme ça depuis toujours. Nous, en France, les clubs, on ne connaissait pas. Enfin, ce n'était pas une tradition française. Donc, le parlementarisme d'un côté, la Banque centrale de l'autre. Cette évolution, évidemment, à la faveur de la chute de l'Empire britannique. En fait, l'Empire britannique n'a jamais vraiment chuté, il s'est transformé en empire financier apatride. Et cet empire financier apatride a pris possession du territoire américain en 1913 au moment de la création de la Fed. 1913, c'est la date d'achèvement de la guerre d'indépendance américaine. Quelques 150 ans d'histoire qui se sont achevés dans le retour, si je puis dire grossièrement, de ce pays, de cet État, dans le giron britannique, dominé par la finance qui est devenue largement apatride. Donc vous comprenez qu'il y a une évolution quand même des structures apparentes, mais dans le fond, il y a surtout une extension de l'hégémonie financière britannique. Cette hégémonie s'est développée d'abord avec la concentration des instances financières, ensuite par la concentration des instances politiques. Donc les instances financières, je vous ai parlé des banques centrales. En 1930 arrive une coordination, une centralisation, une concentration du pouvoir décisionnaire de ces banques centrales dans un organisme que vous connaissez bien en Suisse, qui s'appelle la Banque des règlements internationaux et qui est né à la faveur de Norman Montagu, qui était le président de la Banque centrale britannique, à la faveur de Hjalmar Schacht, qui a été à la manœuvre sous contrôle des finances, des grandes finances, des grands argentiers de ce monde. Évidemment, JP Morgan intéressé et également à la manœuvre Allen Dulles, qui a été la famille Dulles a été un des piliers de l'établissement de l'internationalisation de cette organisation hégémonique financière. Pour différentes raisons, mais en particulier là, en l'occurrence, ils ont été influents dans la création de la Banque des règlements internationaux. Donc, pour ce qui est donc de cette concentration et cette internationalisation des centres de décision monétaire, vous avez donc, je répète, les banques centrales, la BRI. Ensuite, en 1944, à la faveur de Bretton Woods, vous avez le FMI, création du FMI et de ce qui deviendra ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la Banque mondiale. Donc, vous voyez une évolution du système vers une internationalisation et une concentration des centres de décision. Il s'est passé exactement la même chose au niveau politique. Au niveau politique, donc ça a commencé, je vous l'ai expliqué, avec le parlementarisme représentatif. Et puis, les choses se sont accélérées au XXe siècle. Alors, ce parlementarisme s'est diffusé très largement dans le monde entier. Ce n'est pas les seuls pays européens. Quasiment l'intégralité du monde fonctionne sur le modèle du parlementarisme avec des particularités locales quand même. Mais globalement, le système s'est beaucoup internationalisé. Ce qui ne s'était pas internationalisé, c'était les centres de décision. Et ça s'est fait tout au long du XXe siècle avec une très forte accélération à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc nous avons eu en particulier en 1954 la création de ce que vous connaissez sous le nom du groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg, c'est en fait une sorte de grosse structure commerciale, une espèce, grossièrement, je pourrais la qualifier de chambre de commerce européenne, atlantiste en tout cas, dans un premier temps. Et à partir de 1954, un des résultats de la création de ce groupe Bilderberg, ça a été en 1957, l'avènement des institutions européennes. Ces institutions européennes, comme vous le savez, ne venaient pas de nulle part. En tout cas, si vous ne le savez pas, je vous informe. Elles ne venaient pas de nulle part, elles venaient de la plume d'un juriste nazi qui s'appelait Walter Hallstein, qui avait formulé dès la période du Troisième Reich la Grande Europa, qui était une Europe fédérale, exactement sur le modèle de ce que deviendront les instances européennes. Elles sont nées en 1957 en fait, c'est un projet, c'est une couverture politique, la couverture politique d'un projet économique. Les instances européennes sont nées sur les conglomérats et en particulier sur le puissant conglomérat de la CK, donc du charbon et de la sidérurgie. Donc en réalité, c'est un projet économique, mais qui se part
de puissance politique, de puissance de frappe politique. Donc vous voyez, c'est important de rappeler les dates parce que quand on voit l'enchaînement des institutions et de leur création, on comprend qu'en réalité, les instances européennes n'ont pu se mettre en œuvre qu'à la faveur de la création du Bilderberg qui a été à la manœuvre derrière cette organisation, la mise en place de cette organisation. Vous avez ensuite, en 1968, vous avez le Club de Rome, qui est un club informel, mais qui relève de la même idée de grande chambre de commerce internationale, avec une vocation politique, puisqu'ils ont commencé à s'intéresser à la démographie, à tout un tas de choses. En 1971, naît le Club de Davos, que vous connaissez, le Forum économique mondial. Là, c'est un organisme tout à fait formel, bien entendu sous le couvert de but non lucratif, parce que vous savez que toutes les instances, pour tous les trafics inavouables se passent sous le modèle de la fondation et du but non lucratif. Donc le Club de Davos, c'est une prolongation du Bilderberg, mais à vocation internationale cette fois-ci. Donc on s'étend, on étend le champ de manœuvre du bloc atlantiste, de l'Amérique du Nord et de l'Europe à une vocation vraiment internationale. Alors, je ne peux pas parler de ça en omettant évidemment de vous parler de la SDN qui est la première plateforme, velléité de plateforme, en tout cas de concentration internationale des discussions, mais la SDN, Société des Nations, était encore formulée autour de nations. D'accord ? La SDN ayant échoué, comme vous le savez, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale ayant eu lieu, elle a été décrédibilisée et la deuxième tentative de plateforme internationale est née avec la Charte des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies. Et là, il faut bien comprendre que nous ne parlons plus de nations, on parle de Nations Unies. Et vous devez savoir et vous devez comprendre que les Nations Unies, ça ne peut pas exister en fait. Les nations, elles ont toutes des intérêts indépendants et elles ne peuvent pas être unies, sauf à être unies par la force ou par un fédérateur extérieur. Et en l'occurrence, ce fédérateur extérieur, c'est effectivement les grandes puissances économiques, les grands argentiers hégémoniques qui ont développé un système économique à leur mesure pour leurs services exclusifs avec une monnaie privatisée. Et c'est le système dans lequel nous vivons actuellement, qui est en train de jeter ses derniers feux, mais qui nous a contraints dans nos développements politiques, dans nos développements économiques, dans nos développements sociaux. Ça, il faut bien le comprendre. Donc l'Organisation des Nations Unies ne sont pas si uniques au départ, en tout cas l'objectif était assez clair. Je vais vous faire aussi un inventaire à l'après-vert de toutes les institutions qui ont eu lieu, parce que effectivement là je vous ai donné le versant monétaire, je vous ai donné le versant politique, mais entre les deux il y a le versant économique. Et donc au niveau économique, à la sortie de la guerre, il a été question de créer une organisation internationale du commerce, donc elle s'appelait l'OIC. L'OIC n'a pas pu arriver à maturité. Pourquoi ? Parce que les États-Unis n'ont jamais ratifié cette charte pour la raison suivante, c'est qu'elle a été constituée comme une filiale de l'ONU avec reconnaissance de la Cour de justice de La Haye, de la Cour de justice internationale qui était accolée avec cette OIC. Il faut comprendre que l'OIC avait pour avantage, par rapport à ce que nous avons connu après, de laisser encore une large part de manœuvre aux États et aux nations, ce qui n'est plus le cas avec l'OMC. Alors l'OIC n'a pas vu le jour et en 1947, en octobre 1947 précisément, apparaissent les accords du GATT qui cette fois-ci sont indépendants de l'ONU, n'ont plus de rattachement direct avec l'Organisation des Nations Unies. Donc le GATT a tant bien que mal essayé de tout fait pour développer les échanges internationaux sous la houlette de cette monnaie internationale privatisée. Tant et si bien qu'il ne pouvait plus rendre le service pour lesquels l'hégémonie financière avait eu en tout cas, il ne pouvait plus répondre à l'objectif que l'hégémonie financière voulait, puisqu'il fallait développer à tout prix beaucoup plus sérieusement les échanges et surtout contraindre beaucoup plus la réglementation des États. Donc tout ça a abouti sur le traité de Marrakech à l'issue de l'Uruguay Round, que vous connaissez maintenant, qui a eu lieu en 1994 avec la création de l'OMC. Et là, on change de dimension, c'est pareil. Donc de vocation, je dirais pas contemplative, mais en tout cas sous le prétexte de rendre service à des États, de servir de plateforme de discussion, en réalité, nous tombons dans un système intégré dans lequel la réglementation des États est sérieusement endommagée dans la mesure où ces accords comprennent des règlements des différends dans lesquels les multinationales peuvent attraire les États en responsabilité lorsque, par leur réglementation, les États
porte atteinte à des investissements. Donc vous comprenez bien que là, c'est une prise de contrôle des multinationales sur les États et c'est une prise de contrôle relativement violente. Donc cette histoire de plateforme, de discussion, etc. a été remplie en Europe par la création au départ qui s'est appelée l'OECE en 1948, qui est une partie du plan Marshall et qui est devenue en 1961 l'OCDE, l'Organisation européenne de coopération économique. Ça a servi en fait de plateforme et de création de traités internationaux et d'intégration de traités surtout non plus bilatéraux mais multilatéraux. Donc vous voyez que c'est une longue évolution, que rien ne s'est fait facilement, que l'accélération a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale à la faveur de l'emprise américaine de cette hégémonie globale qui est en fait un empire financiarisé, mais qui s'était... vous savez, c'est comme les animaux qui rentrent dans les coquilles des autres. Là, ils prennent la coquille des Américains, mais en réalité, l'intérêt de l'Amérique avait déjà très largement... l'intérêt bien compris du territoire américain avait déjà largement cédé la place à l'intérêt financiarisé, à l'intérêt, disons, de la finance globale apatride par rapport à tout ça. Alors, je ne veux pas oublier aussi un autre phénomène, parce que vous comprenez que pourquoi est-ce que cette finance apatride avait besoin de s'incarner dans un territoire? Eh bien, parce qu'elles ont besoin de forces de l'ordre et de forces militaires pour assurer leur prééminence. Donc évidemment, l'Empire américain étant beaucoup plus important que l'Empire britannique, il était plus favorable à un développement plus ou moins... Alors une partie, c'est effectivement sous la forme de ce qu'on appelle, le nom m'échappe, de façon douce, enfin le soft power, merci beaucoup, exactement, le soft power. Et d'un autre côté, il y avait quand même un hard power assis sur la force réelle, la force des armées. Donc d'un côté, la force de l'armée américaine, prolongée par la force de l'OTAN. Mais quand je vous parle de l'OTAN, en fait, je parle de deux choses différentes que vous devez bien comprendre. C'est que l'OTAN, c'est un agrégat d'une part de l'OTAN officielle, donc qui est né en 1949, mais qui a intégré les réseaux du Stay Behind en son sein, donc les réseaux cachés de l'OTAN, qui avaient été développés dès la Seconde Guerre mondiale par le MI6. Donc en réalité, le MI6 représentait déjà un des bras armés de cette finance apatride qui s'est intégré dans l'OTAN alors que l'OTAN était encore sous couverture nationale de pays, d'agrégats de pays. Donc il y avait déjà ce problème de fond dès la naissance de l'OTAN qui aujourd'hui, effectivement, dans la mesure où les deux forces américano-centrées et finance apatride ont eu tendance à se dissocier, crée des tensions à l'intérieur de cette superstructure de l'OTAN et crée des dissensions qui se retrouvent également dans les instances européennes, mais dans une moindre mesure. Donc je ne sais pas, là j'ai fait un tour assez général pour vous montrer que effectivement le système actuel repose sur deux jambes. Premièrement, l'intégration monétaire et financière. Deuxièmement, l'intégration politique, en fait sous couverture politique des forces économiques qui ont pris une dimension politique à la faveur notamment de l'Union européenne, mais effectivement du groupe Bilderberg, de Davos, etc. Donc ça c'est pour vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés à ce que j'ai expliqué dans la première partie de mon exposé, qui considère que finalement nous sommes devenus des garants du dollar et de la pérennité du dollar en tant que monnaie valable dans un futur concert des nations réévalué entre effectivement les actifs et les passifs. Donc ça c'était la première partie de mon exposé. Je vais m'arrêter là pour ça parce que je ne peux faire que des grandes lignes dans la mesure où si nous voulions rentrer dans les détails ça serait peut-être toute la nuit qu'il faudrait y passer. Donc je vais vous épargner ça. Maintenant effectivement quand on a expliqué toutes ces mesures coercitives qui nous pendent au nez, eh bien je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a quand même de l'espoir bien sûr, mais l'espoir ne pourra jamais résulter d'un changement à l'intérieur du système, mais ne pourra résulter que d'un changement de paradigme. Et donc ce changement de paradigme, je l'ai élaboré dans le cadre de ce que j'ai appelé révolu droit. Donc j'insiste toujours pour dire que c'est pas la révolution du droit, parce que vous savez quand on fait une révolution, on revient au point de départ. C'est ère de renouveau et évolution.
Donc c'est le renouveau dans l'évolution qui organisera le changement de paradigme. Alors les moyens de se sortir de cette hégémonie financière, il y en a trois. La première chose, c'est de réinvestir le système économique et de sortir de ce système de prédation des improductifs que sont les financiers et surtout ceux qui tiennent la monnaie, sur les productifs qui sont de plus en plus harassés, harcelés. Et donc là, je parle d'une chose très précise, je parle de la transformation du capitalisme en pan-capitalisme. Et quand je parle du capitalisme, j'essaye d'employer ce terme pour me faire comprendre. Mais en réalité, ce que vous devez bien avoir en tête, c'est que le capitalisme aurait pu avoir une toute autre forme. Il ne s'agit pas de nier l'apport de la monnaie dans le développement économique, il s'agit de revenir sur la faille et le défaut essentiel de ce système économique qui est l'anonymat des capitaux et donc l'impunité des détenteurs de capitaux. Donc le pan-capitalisme, en fait, a pour vocation de revenir sur ce défaut essentiel en réinvestissant en fait l'économie, ce qu'on dit l'économie réelle, c'est-à-dire en réinvestissant les gens qui travaillent, les entrepreneurs réels, les gens qui apportent une création de richesse à eux-mêmes et au groupe dans les pouvoirs décisionnaires de l'entreprise et dans la participation évidemment aux fruits de cette entreprise. Mais effectivement, il y a deux fonctions, donc réinvestissement du pouvoir décisionnaire et partage égal des fruits de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement pour l'aspect économique. Pour l'aspect monétaire, eh bien là aussi, il y a eu une dérive tout à fait spectaculaire à partir de l'an 1000 jusqu'à nos jours, qui est en train de virer dans une dérive encore plus grave. C'est-à-dire que la monnaie, au lieu d'être considérée comme une institution au service de tous et de la création de richesses en général, c'est-à-dire au service du développement du groupe et de la civilisation, a été accaparée et donc s'est mis au service de simplement des individus qui avaient entrepris de prendre en charge sa gestion. La monnaie a été considérée comme une marchandise, il y a eu des aléas, mais l'histoire s'est déroulée de cette sorte-là. Le rapport de force a basculé vers la conception d'une monnaie marchandise. Et nous avons le paradoxe suivant, c'est que la monnaie aujourd'hui est quasiment, en tout cas dans une grande mesure dématérialisée, mais que son concept fonctionne encore comme une monnaie marchandise qui a cours sur des marchés et qui peut donc être accaparée. Donc revenir sur l'hégémonie financière, c'est revenir sur le capitalisme pour le faire basculer dans le pan-capitalisme et c'est aussi revenir sur le concept monétaire pour le réinvestir en tant qu'institution, la raison pour laquelle il est d'ailleurs né. Et puis il y a une troisième démarche à entreprendre, c'est de réinvestir le droit naturel. Le droit naturel, je dois m'expliquer, quand je parle de droit naturel, certains ne comprendront certainement pas, mais il s'agit de faire l'intermédiation entre ce qu'on appelle la loi naturelle et que nous ne connaissons pas toujours. La loi naturelle, c'est évanescent, c'est par hypothèse ce qui nous dépasse, que nous sommes en train toujours de chercher à comprendre. Et le droit positif. Le droit positif, c'est les règles qui s'imposent dans la vie quotidienne à chacun des administrés, à chacun des ressortissants d'un État. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logorrhée juridique qui n'a plus rien à voir avec du droit. J'appelle ça de la réglementation. Pour les juristes d'entre vous, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, les codes n'ont plus de rapport avec ce qu'on appelait la codification, mais sont devenus des instruments de compilation, de réglementation. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de codes. Donc nous ne sommes plus dans un droit commun, nous sommes dans un droit permanent d'exception, un droit privé généralisé. Quand je dis privé, c'est des règles pour chaque fonction et non plus un droit qui régit tout le monde. Alors ce droit naturel, en fait, il est destiné à faire la jonction, c'est-à-dire à s'imposer en tant que grand principe du droit, à réinvestir les grands principes du droit que nous cherchons à décrypter des lois naturelles. Alors pour ça, effectivement, il y a les règles de la science dure, mais il y a aussi les règles de la science, je dirais, des sciences sociales, des sciences humaines, qui s'opposent aux sciences dures. Et pour ce qui est des sciences humaines, en particulier le droit, dont le droit fait partie, eh bien, il y a quelques grands principes à respecter si on veut retourner dans le sens de développement d'une civilisation. Je vais vous en donner quelques exemples, notamment l'existence de contre-pouvoirs. Quand vous instaurez des sociétés, des fonctionnements institutionnels dénués de contre-pouvoir, ce qui est le cas, j'insiste beaucoup, du parlementarisme
l'autoritarisme représentatif associé à l'existence d'une banque centrale, eh bien vous supprimez tous les contre-pouvoirs et là vous avez des dérives qui se passent et qui sont tout à fait gravissimes, qui portent in fine atteinte à la liberté humaine. Donc ça, c'est par exemple une des grandes lois, des grands principes de droit naturel en matière de sciences humaines, l'existence de contre-pouvoirs. Il y en a une autre, c'est l'existence d'une responsabilité, c'est-à-dire que tout pouvoir doit être adossé à une responsabilité d'égale mesure. Et aujourd'hui, évidemment, vous avez tous compris que l'anonymat des capitaux génère l'irresponsabilité économique des décideurs réels, laquelle génère l'irresponsabilité politique, puisque les politiques ne sont que des relais d'influence du pouvoir économique caché qui n'apparaît jamais au grand jour, mais qui se cache derrière ces pantins politiques. Ces pantins politiques, il faut bien comprendre qu'il n'y aurait pas de candidat à Guignol si on leur faisait endosser une responsabilité politique pour des décisions qu'ils ne prennent pas réellement. Donc en réalité, c'est comme ça que l'anonymat capitalistique engendre de façon mécanique l'irresponsabilité politique. Donc tout ça, on comprend que nous nous sommes très fort éloignés des règles, des principes de droit naturel qui émergent en fait de toute l'histoire de la civilisation humaine. C'est comme ça qu'on peut décrypter que c'est un principe de droit naturel, parce que c'est dans l'histoire des sociétés humaines, c'est les conditions pour que l'histoire fonctionne et ne soit pas outrageusement négative vis-à-vis des habitants et des populations. Donc vous voyez, les moyens de sortir de l'hégémonie financière, c'est 3 moyens. Donc c'est réhabilitation de l'économie réelle par le pancapitalisme, réinvestissement de la notion de monnaie en tant qu'institution et effectivement réinvestissement de la notion de droit naturel pour découvrir les grands principes de droit qui permettront à nouveau d'être protecteurs des libertés, d'être protecteurs de l'individu et du groupe. C'est-à-dire de l'individu en tant que liberté individuelle, en tant que dignité humaine, et liberté du groupe dans le cadre d'un renouveau des responsabilités et d'un retour des équilibres des pouvoirs par biais d'existence de contre-pouvoirs. Alors ça, c'est la première partie effectivement de l'exposé que je voulais faire. Maintenant, je voulais aussi vous parler des principaux apports du projet Révolu Droit que j'ai développé pour arriver à compléter le résultat, pour arriver à ce changement de paradigme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il s'agit effectivement de devoir refaire société. Et refaire société, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement à nouveau rendre une visibilité politique à tous les intérêts qui traversent une société humaine. Vous mettez des gens ensemble, ils ont tous des intérêts divergents. Le seul moyen d'arriver à une démocratie, c'est d'arriver à représenter politiquement ces intérêts pour ensuite que ces intérêts, ceux éventuellement contraires, pas toujours sur la même ligne, mais en tout cas, puissent servir de contre-pouvoir les uns avec les autres. Et ça, c'est un fonctionnement institutionnel viable et sain. Ce fonctionnement institutionnel, dans l'histoire humaine, il a existé, et en particulier dans l'histoire du continent européen. Je pense évidemment à la France, mais ça a existé dans beaucoup d'autres pays. Tous les pays européens ont été concernés. Eh bien, je parle des corporations d'Ancien Régime, qui n'ont strictement rien à voir avec les corporations que nous connaissons aujourd'hui, lesquelles sont affiliées au pouvoir politique qui n'est pas politique. Donc, réinvestir les corporations d'Ancien Régime, ça veut dire redonner une visibilité politique à toutes les activités humaines. Et là, je les élargis par rapport à ce qui a existé dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire que je ne me concentre pas sur les activités économiques et artisanales, mais sur toutes les activités humaines, y compris civiques, morales, spirituelles, etc. Donc je regroupe en fait ce que j'appelais les groupements d'intérêts dans un cadre tripartite, avec d'une part les activités économiques, d'autre part les activités civiques et en troisième lieu les activités morales et spirituelles et morales, qui cherchent à donner un sens, parce que vous savez que la recherche du sens et du sens de la vie, c'est inhérent à l'être humain, c'est inhérent à la liberté humaine, à la dignité humaine, dans la mesure où notre libre arbitre ne peut s'exprimer que quand toutes ces critères, ces événements sont clairement pris en compte et dans lesquels chacun peut s'exprimer. Donc ça veut dire aussi, évidemment, refaire société veut dire aussi organiser des pouvoirs intrinsèquement, mais vous avez vu que les groupements d'intérêt répondent à cette notion de contre-pouvoir interne. Et ça veut dire réinvestir, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité humaine.
du point de vue personnel, individuel et du point de vue collectif. Il faut aussi évidemment déconcentrer les lieux de pouvoir et ça, je comprends bien que vous, en tant que Suisse, vous êtes un peu moins concernés que les Français, mais les Français souffrent évidemment d'un engorgement des centres de décision. Donc il faut redéconcentrer les lieux de pouvoir et dans ce cadre-là, j'ai développé au niveau de Révolu Droit ce que j'ai appelé les collectifs citoyens qui seront en fait le réinvestissement d'une vie locale par la reprise en main des collectivités par les gens qui vivent sur les territoires. C'est-à-dire que dans chaque commune, c'est ceux qui doivent prendre les décisions, c'est les gens qui vivent sur cette commune. Ils peuvent élire un représentant, un maire, mais le maire sera le représentant exclusif des intérêts de la commune qu'ils sont chargés d'administrer. Avec toutes les problématiques qui peuvent se poser, que je ne vous énoncerai pas ici parce que vous les connaissez peut-être aussi bien que moi. En Suisse, vous les mettez mieux en œuvre que nous en France, du reste. Donc il est inutile de s'attarder là-dessus. Il s'agit également de réinvestir le principe de subsidiarité à tous les niveaux, tant au niveau du collectif citoyen que des groupements d'intérêt, que des décisions qui seront prises au niveau national. Mais quand je parle de subsidiarité, je dois préciser immédiatement qu'il ne s'agit pas évidemment de l'interprétation de la subsidiarité qui a été donnée à l'occasion du développement des instances européennes, qui est exactement la subversion exacte, l'opposé exact du principe de subsidiarité tel qu'il avait été développé pendant tout le Moyen-Âge par les grands penseurs de l'Église et qui suppose que les décisions sont prises au plus bas niveau où elles sont nécessaires. On n'a pas à aller demander l'autorisation du chef de l'État pour aller restaurer le fonctionnement d'une route communale, par exemple. Voilà, ça c'est effectivement dans Révolu Droit, je réinvestis effectivement ce principe de subsidiarité dans sa réalité, la réalité pour laquelle il est né. Tous les mandats deviendront impératifs. Ça c'est pareil. Effectivement, on a toujours besoin d'avoir des représentants pour être des interlocuteurs plus simples et puis pour que les choses fonctionnent. Mais les représentants, s'ils ne sont pas tenus par un mandat impératif, en réalité ne sont plus des représentants. Donc tous les mandats redeviennent impératifs, y compris le chef de l'État et les ministres qui sont élus à nouveau au suffrage universel direct, j'insiste tous, sur présentation donc des groupements d'intérêt et non plus sur blabla d'un programme politique, mais sur pièce, c'est-à-dire que les gens qui seront proposés pour ces candidatures devront justifier de leur légitimité à remplir les postes qui seront proposés. Ensuite, il y a dans Révolu Droit une distinction très claire entre faire le droit et dire le droit. Alors pour ce qui concerne le dire le droit, en fait, c'est l'organisation des juridictions avec une distinction, encore une fois, entre la justice déléguée au groupement d'intérêt, c'est-à-dire que tout ce qui est réglementation des activités particulières ne remonte pas devant les justices étatiques, devant les tribunaux étatiques, qui permet un désengorgement et une décristallisation des problématiques qui deviennent beaucoup moins critiques pour les individus. Donc une justice déléguée avec une justice retenue, une justice d'État, qui, elle, ne s'occupera que des litiges qui n'ont pas pu être résolus au niveau des groupements d'intérêt et des litiges qui sont, par essence, des litiges d'État. En tout cas, des litiges qui intéressent la communauté dans son ensemble. Ensuite, il s'agit d'animer, évidemment, le ministère de dire le droit animera et coordonnera les différentes juridictions étatiques, sachant que les juridictions internes aux groupements d'intérêt seront gérées par les groupements d'intérêt eux-mêmes. Et puis je réinvestis une médiation à tous les étages avant d'arriver dans une contrainte juridictionnelle. Tous les litiges devront tenter d'être résolus par médiation. Ensuite, le ministère de faire le droit, là, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de garantir en fait le respect des grands principes de droits fondamentaux, donc de droits naturels dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de faire respecter ces principes par le droit positif. Il s'agit de, à nouveau, développer évidemment la responsabilité individuelle telle que je vous l'ai déclaré tout à l'heure, donc fin de l'anonymat capitalistique, développement des responsabilités individuelles parce qu'au sein des GI, chaque membre du groupement d'intérêt pourra prendre des responsabilités individuelles et surtout, le groupement d'intérêt devra redévelopper tout un tas de choses, la gestion des conflits, la solidarité, la formation, enfin c'est tout un mini-État à l'intérieur de chacun des groupements d'intérêt.
Pour ce qui est de la responsabilité collective, eh bien, évidemment, le retour du binôme pouvoir-responsabilité, qui est aujourd'hui disparu, retour des contre-pouvoirs, que je vous ai expliqué par quel biais, et puis évidemment, pour ce qui est de la responsabilité collective, on en a parlé tout à l'heure, le mandat impératif fait partie de le retour de la responsabilité collective. Donc évidemment, on en a aussi parlé tout à l'heure, le pancapitalisme avec l'organisation économique autour d'une nouvelle forme d'entreprise qui est la forme de la participation, qui est en fait, sans le savoir, la théorie que j'ai réinventée, j'ai réinventé le fil à couper le beurre, la théorie juridique unifiée de l'entreprise, c'est-à-dire que pour libérer les forces vives de l'entrepreneuriat, eh bien, il faut redonner aux gens qui travaillent dans l'entreprise le pouvoir décisionnaire, en tout cas un pouvoir au moins égal, celui qu'a les apporteurs de capitaux. Ensuite, l'une des étapes essentielles sera de rétablir un droit commun civil qui respecte la vie dans sa double composante individuelle et collective. Respecter la vie dans sa composante individuelle, c'est en fait la protection de la vie en général et de la personne humaine en particulier. Et quand je dis protection de la personne humaine, je dis protection de la dignité humaine et du libre arbitre, ce qui a tendance, dans une très large mesure, à disparaître sous l'amoncellement de toutes ces compilations, de toutes ces réglementations qui s'imposent à nous, et en particulier à différents biais, mais notamment par le brevetage du vivant. Pour ce qui est du respect de la vie dans sa composante collective, eh bien, il y a la protection du bien commun et de la chose commune. Parce que vous savez que nous vivons sous le mythe de la République. Tout le monde pense que nous vivons en République, mais il n'est pas question de République. République, c'est la res publica. Si les choses ont encore un sens, la res publica, c'est la chose publique. Or, je vous ai démontré que nos institutions ne fonctionnent que sur un fonctionnement privé au bénéfice d'intérêts privés. Donc, il n'est pas question de République. De la même façon que je voudrais insister sur cette chose-là, c'est que quelle que soit la forme apparente du gouvernement sous lequel nous vivons, qu'il soit une monarchie, qu'il soit une république, qu'il soit un État unitaire ou un État fédéral, tout cela n'a aucune importance dans la mesure où, lorsque vous connaissez le fonctionnement intérieur en tant que parlementarisme représentatif et banque centrale, vous êtes sous le régime plutocratique qui est un régime non pas de biens communs, de choses communes, mais de choses privées. Donc, effectivement, dans le respect de la vie dans sa composante collective, il y a également veiller à l'absence de pollution radicale de l'eau, de la terre et de l'air, parce que ça, c'est une atteinte évidente à la vie, hein. Il y a aussi veiller à l'accès aux moyens modernes de communication et de déplacement, veiller à l'accès à l'énergie, puisque maintenant toutes ces choses-là sont devenues des conditions nécessaires de la vie que nous connaissons aujourd'hui. Ben ça y est, je crois que j'ai terminé mon exposé en fait.